L'animation, c'est du cinéma, et le cinéma, c'est un art. Et comme tous les arts, il a toujours été parcouru de courants, de styles définissant son histoire, son aspect visuel, les sujets qu'il traite, la manière dont il les traite, les histoires qu'il raconte et les gens qui racontent ces histoires. Tous ces courants qui forment avec le temps le corps de ce qu'est leur art respectif, laissant derrière eux influences, héritiers et idées. Et bien sûr, dans un monde parfait, tous ces courants cohabiteraient en une belle harmonie créative. Sauf que non. Ces courants ont plus ou moins toujours été divisés en deux mondes maintenus séparés par un concept fermement maintenu par l'un des deux autres, les bloquant dans une rivalité perpétuelle. L'éternel combat entre culture légitime et illégitime. Alors aujourd'hui, je vous propose, en bien bonne compagnie, de nous intéresser à un de ces courants. Un courant massivement important dans l'histoire de ce média qui nous est cher qu'est l'animation. Un courant qui s'est battu pour arriver devant nous. Un courant qui a toujours milité pour sa propre légitimité. Et un courant qui, vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler de la colossale importance qu'a eu le courant de la Black Animation durant les années 2000 et comment il a essaimé un renouveau du genre dont nous commençons enfin, 20 ans plus tard, à récolter les fruits. Ça, c'est ce que dira Dwayne McDuffie en 93 dans le New York Times. Et au-delà de défendre le personnage de la série qu'il a créé, c'est aussi avant tout un constat qui peut s'appliquer à une grande partie de la culture afro-américaine, ainsi qu'au mouvement dont nous parlons aujourd'hui. Parce que quand Static Shock arrive dans les comics en juin 93, c'est pas par l'action du Saint-Esprit, c'est issu d'une volonté de groupe. Dwayne McDuffie, déjà, Dennis Cowan, Michael Davis et Derek T. Tingle, surtout, créateur de Milestone Media et éditeur en chef de Black Enterprise. Ce sont tous, à leur manière, les papas de Static. Et bien sûr, vous vous en doutez, ils sont tous noirs, tous issus du milieu du comics et sont tous extrêmement impliqués dans les divers mouvements sociaux de leur temps sur le droit des personnes afro-américaines. Derek T. Tingle, par exemple, il deviendra éditeur en chef de Black Enterprise, un magazine assez historiquement important pour la communauté. Quand ensemble ils créent Milestone Comics, c'est avec une idée, un agenda comme diraient certains, celui d'avoir leur propre espace de liberté créative pour enfin pouvoir proposer des histoires et surtout des personnages à leur communauté. Et aussi pour qu'enfin on les laisse intégrer et raconter les histoires et les aventures de personnages qui leur ressemblent sans venir les faire chier. So, if I write, as I have many times, a story where Daredevil, who doesn't have powers, gets the drop on Thor, who has unbelievable powers. People go, oh, that's so cool, Daredevil was so clever. If I have the Black Panther do the same thing, that's impossible. It's like, yeah, it's impossible with Daredevil too, man. En 2000, Static Shock a en animation le même statut qu'il avait quand il est arrivé dans le monde du comics. Une série faite par des Afro-Américains sur des thématiques liées à leurs ressentis et à leur communauté, et surtout bien seul dans un paysage médiatique qui était et est d'ailleurs toujours encore aujourd'hui dans son immense majorité très très blanc. Pourtant, quand on regarde son pitch de loin, Static reprend tous les codes les plus classiques du super-héros teenage. Le héros ayant d'ailleurs été à la base pensé comme une itération de Spider-Man, ça n'a pas grand chose d'étonnant. Il est, cela dit, un héros possédant un rapport assez différent au monde que sa contrepartie araignée de la même époque. Si leur archétype est le même, à savoir des jeunes hommes issus de milieux plutôt défavorisés, très attachés à leur lieu de vie et extrêmement liés à leur communauté, qui vont obtenir par un accident un grand pouvoir et de grandes responsabilités, devoir le cacher à leur famille et se faire accepter par la ville qu'ils sauvent. Le changement, lui, peut plutôt se voir sur une multitude de petits détails et surtout la manière dont tout cela est amené, de qui est ce héros, tout comme de qui sont ces vilains, de pourquoi ceux-ci font ce qu'ils font, et surtout, comment ils s'en sont arrivés là. Par exemple, ici le héros est au final dans le domaine de l'obtention de ses pouvoirs, et cela au même titre que ses ennemis, une pure victime de la société dans laquelle ils évoluent. Et c'est pas quelque chose d'anodin d'ailleurs, c'est totalement militant dans son texte. La Black Animation, c'est un mouvement qui place les critiques de la société dans laquelle ses auteurs ont vécu au centre de ses discours. Alors jusque-là, oui Michel, toutes les séries font plus ou moins ça, mais par exemple, le fait qu'ici l'obtention des pouvoirs du super-héros soit directement reliée à un concept central des mouvements de protestation afro-américains, quelque chose qui définit encore
encore aujourd'hui les rapports entre les populations noires et blanches aux USA, c'est quelque chose qui est largement propre à ce style. Tenez, je vous explique. Leur pouvoir à tous, ils les ont obtenus suite à un accident industriel. Un accident ouvertement relié à la négligence et au désintérêt des pouvoirs publics de leur quartier, qui ont laissé des sociétés privées, visiblement mal intentionnées comme le sont les 3/4 des sociétés privées, s'installer sur place pour y faire ce qui n'est rien de moins qu'une énorme décharge chimique en plein milieu d'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Quartier qui se trouve être étrangement massivement afro-américain. Et ça a un nom dans notre vrai monde de la réalité véritable à nous, le redlining. En gros, le redlining, c'est au sortir de la guerre, les US, ils avaient plein de soldats qui revenaient et qui avaient bien envie de profiter du rêve américain qu'on leur avait vendu. Du coup, le gouvernement leur a offert des prêts garantis par l'État pour aller s'acheter des belles maisons dans les suburbs nouvellement construites. Et ils ont fait ça par zone. Basiquement, si t'habitais dans une zone bleue, t'avais un prêt, si t'habitais dans une zone rouge, tu pouvais aller te faire foutre. Voilà, normalement, je devrais pas avoir besoin de vous dire quelle zone était massivement occupée par des noirs et celle qui était massivement occupée par des blancs. Normalement, c'est pas trop dur à deviner. Et ces zones rouges devenant immédiatement des poubelles sociales dont les bâtiments étaient décrétés du coup comme n'ayant aucune valeur car en zone rouge. Ça a permis pendant des années au pouvoir public de ne strictement rien faire là-bas, d'y installer toutes leurs infrastructures les plus dangereuses et les plus polluantes, voire de carrément les raser pour faire des autoroutes, privant à la fois les minorités noires déjà d'habitation de qualité, mais aussi de l'occasion de se bâtir un capital qui pourrait les suivre dans la durée. Et cette politique, c'est pas un petit détail, c'est considéré comme étant un des plus gros coups donnés aux chances des Afro-Américains de s'élever dans la société américaine. Parce que ces fameuses maisons que les Blancs ont pu acheter grâce à ces fameux prêts, aujourd'hui elles valent 10 fois leur valeur de l'époque. Et permettent à ces populations-là d'avoir déjà derrière eux un capital bâti. Si le sujet vous intéresse, je vous mets des vidéos en description qui étudient le sujet avec plus de précision. Voilà, là je vous ai fait un pavé parce que c'est pas forcément quelque chose de très connu de par chez nous, mais il faut bien comprendre que ce genre de problématiques au sein de la communauté afro-américaine, elles sont parfaitement connues et intégrées. Quand Static Shock décide d'en faire la raison première de l'obtention de ses pouvoirs, c'est quelque chose qui parle, qui résonne au sein de son public cible. C'est la même chose qui fait que le cadre des Boondocks, la suburb de moyenne / haute classe aisée blanche, est si intéressante, parce que c'est un cadre qui pour la majorité de son histoire a refusé les noirs, et a été refusé aux noirs quand ceux-ci tentaient de créer de tels espaces pour eux-mêmes. Et pour en revenir à notre héros, le discours il se prolonge sur ses antagonistes par exemple, sont pour la plupart des misfits, des rejetés de la société à qui on a tout retiré et jamais rien donné d'autre que du mépris. De ce fait, leur révolte face à un système, elle est pour certains parfaitement compréhensible, et c'est pas montré d'une manière edgy ou trop poussée. Quand la série parle de problèmes sociétaux, de système, elle parle de sujets très concrets, des sujets qui touchent réellement des gens. Non, parce qu'il y a une méchante, c'est une clocharde, et pas genre une punk qui vit à la rue parce qu'elle est trop rebelle, vas-y t'as vu. Non, c'est une clocharde, avec tout le malheur et le danger que ça implique. T'as un ennemi du héros, c'est une gamine de 15 ans qui est à la rue en plein hiver alors qu'il fait -30 dehors. Ça fait poser la question, est-ce vraiment un crime pour une gosse de voler de quoi bouffer alors qu'elle a même pas de toit sur la tête? C'est qui le plus coupable, celle qui vole pour se nourrir car jetée à la rue ou celui qui l'a jetée dans la misère? Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais très clairement, c'est aussi une série qui profitait de son cadre pour amener sur la table des sujets bien bourrins comme il faut. Les gangs, la violence par arme à feu, les sans-abri, le bullying, la drogue, les tueries de masse en milieu scolaire, les maladies mentales, le racisme. Et la série, elle porte ses burnes, hein. Elle assume d'avoir un discours politique et militant, et elle ne se cache pas. Parce que quand tu fais un épisode sur les tueries en milieu scolaire dans une série destinée aux enfants, quand tu fais tenir un flingue à un gosse harcelé et que tu montres des gamins terrifiés à l'idée de mourir, tu sais ce que tu es en train de faire. Surtout quand tu es à peine 2 ans après Columbine. Cet épisode, il a vraiment marqué, d'ailleurs. Déjà, comme je l'ai dit, on n'est vraiment pas longtemps du tout après Columbine, donc c'est encore très frais dans la tête des gens. Mais aussi parce que c'est un des rares qui brisait de manière consciente le 4e mur, en faisant s'adresser directement le héros à son public. D'ailleurs, inutile de vous dire d'à quel point, malheureusement, la série était visionnaire sur le sujet. Et c'est pas le seul, prenez le racisme aussi comme thème. Pour une série faite par et pour des Afro-Américains, avec une équipe créative impliquée dans la bataille culturelle pour les droits des Afro-Américains, c'est évidemment une thématique qui va être abordée. Et quand ils le font vraiment. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens crient au grand vilain wokisme, quand une série, un film ou que sais-je, a un message aussi simple et basique que « S'il vous plaît les enfants, serait-il possible, si ça vous gêne pas trop, peut-être de ne pas être raciste ?»
Dans Static Shock, on prend le sujet par les cornes, sans chichi, ni peur de le montrer en face. Spécificité du genre, les créateurs nous présentent une vision malheureusement plus réaliste de ce genre de confrontation. Parce que quand le fameux épisode qui traite de ce sujet est fini, on termine pas sur une belle morale où le vilain raciste devient d'un coup tolérant et se rend compte d'à quel point il avait tort. Le mec, à la fin, il est toujours aussi raciste, il a pas changé d'un poil. La note d'espoir de l'épisode, elle est sur le fils, pas sur le père. Et c'est pas la série qui est cynique, d'une manière générale, c'est plutôt une série positive dans son ton. C'est juste les créateurs qui présentent une vision très interne à leur communauté de ce sujet. Les racistes ne changent pas d'avis, ou très peu. Parce que changer d'avis sur un tel point, ça demande d'admettre qu'on s'est trompé, admettre qu'on a vécu une majeure partie de sa vie en faisant d'un mensonge une grande part de notre personnalité, et ça, bien peu de gens en sont capables. D'une manière un peu brutale, la série nous dit que, pour certains, c'est juste foutu, ils ne changeront jamais. Mais ces gens-là, leur destin, c'est de finir seuls et abandonnés de tous, rejetés par leurs enfants et leurs proches, qui, mis au contact de gens différents, auront grandi moins cons que leurs géniteurs. Encore une fois, quelque chose de très ancré dans l'histoire culturelle et politique américaine. Le coup du parent raciste qui ne comprend pas pourquoi est-ce que son enfant revient de l'université où il a été mis en contact avec d'autres communautés et qu'il est magiquement devenu moins raciste, c'est toujours d'actualité. So what are they teaching in this college? Are they teaching anything? Stuff like inclusivity and respecting other people, I guess. I don't know. Yeah, woke. Yeah, wokeness, yeah. Mais là où la série et le mouvement sont intelligents, c'est sur la résolution de ces problèmes. Static, tout aussi puissant qu'il soit, ne peut pas mettre des baffes aux problèmes sociaux structurant la société américaine. Enfin, certains ces temps-ci ont proposé des solutions, mais je ne suis pas sûr que ça passerait pour un dessin animé pour enfants. Donc, comme Static va pas se mettre à buter des patrons dans la rue, on propose une autre solution. Et cette solution, elle vient du père du jeune homme. Bien plus que son fils, c'est lui qui va être la voix de la morale de la série, et celui qui, au final, résout, ou tout du moins tente de résoudre, les problèmes du quartier. Pas que le personnage de Static soit inutile ou inefficace, bien sûr, le discours il est un peu plus subtil que ça. Static agit pour la communauté, là où elle ne peut pas se défendre elle-même quand il y a des vilains à les taper, quoi. Mais ce qui apporte de vraies solutions sur le long terme, ce sont les infrastructures sociales et communautaires incarnées par le père, en faisant à la fois une figure paternelle et de mentor, mais aussi une figure de discours politique totalement assumée. Les structures d'entraide communautaires, comme celles montrées par la série, c'est quelque chose d'historiquement capital pour les communautés afro-américaines. Depuis les Green Books de l'époque de la ségrégation au mouvement BLM, c'est toujours via des entreprises communautaires que s'est structurée l'histoire et les luttes de cette population. Et cet aspect très communautaire, justement, du super afro-américain, permet à la Black Animation de traiter des sujets extrêmement internes à sa propre communauté, parfois un peu plus légers et trivial, mais avec une importance culturelle importante et insoupçonnée par le public non averti. Par exemple, je pense à Moon Girl and Devil Dinosaur, récemment malheureusement annulé, mais qui va s'amuser à mettre au centre de ses intrigues des sujets comme le rapport aux cheveux par exemple, sujet semblant assez incongru, voire insignifiant, mais qui porte une vraie importance dans l'histoire culturelle afro-américaine. D'ailleurs, Moon Girl and Devil Dinosaur, c'est aussi une réappropriation du super-héroïne secondaire de Marvel, la série profite de l'aspect très fantasque et absurde de cette héroïne pour offrir une œuvre avant tout visuelle. Parce que cette réappropriation de la figure du super, elle vient aussi de la manière dont il est représenté visuellement. Si Static Shock est très classique dans son design et son animation, les œuvres de la Black Animation sont souvent, elles, bien plus marquées visuellement, la plupart tirant des influences de mouvements artistiques historiquement reliés à cette communauté, le street art, le tag, le comics underground, le R&B et tant d'autres courants artistiques qui souvent ont été dénigrés, ici mis en avant et représentant les figures mythologiques modernes que sont les super-héros. Ces arts sont sublimés et anoblis face au grand public qui y découvre une nouvelle manière d'appréhender des visuels qu'ils pensaient acquis tout en ancrant visuellement des personnages au sein d'une culture artistique. Je veux dire, a-t-on besoin que les récents Spider-Man nous expliquent d'à quel point Miles est attaché à sa communauté quand tous les visuels du film tournent autour d'une sublimation esthétique de la culture artistique de cette même communauté? Bien sûr que non, et c'est un des exemples les plus flagrants de Show Don't Tell, quand l'aspect visuel du film lui-même suffit à exprimer un discours sur le personnage. A-t-on besoin que les personnages d'Intergalactic nous expliquent ouvertement à quel point essayer de modifier une esthétique propre à une culture pour tenter de la rendre plus marketable à un marché mainstream est vécu par les créateurs de cette esthétique comme une insulte? Non, une seule réplique sera largement suffisante. But inside, it's all about bright light and white, my bro. You know what I mean? Parce que bien sûr que tout ça c'est politique. Je vais pas vous faire l'affront de vous ressortir des phrases faciles du genre tout est politique et évidemment que l'art l'est plus encore.
Mais là, il faut quand même admettre qu'on est sur un mouvement axé directement sur la défense d'une culture, d'une communauté historiquement opprimée dans son propre pays. Bien évidemment que les discours qui parcourent ce mouvement sont des discours intrinsèquement politiques et sociétaux. Static Shock propose une approche sociétale, un univers super-héroïque et aborde de vrais sujets de fond liés à la communauté. Mais pour le coup, si son discours est présent et représente très clairement les meilleurs moments de bravoure de la série, c'est pas de cette série que je tirerai les plus grands morceaux de bravoure du mouvement. Et d'ailleurs, d'une manière assez paradoxale, son plus grand manifeste tout en étant sa plus grande autocritique. En 2008, dans une interview pour le Washington Post, Aaron McGruger avait dit: on l'a vu, la Black Animation, c'est un mouvement artistique communautaire. C'est fait par une communauté pour parler à cette communauté, de ses problèmes, de ses avancées, des sujets qui la touchent et qui sont toujours autant d'actualité. Si Static Shock traite réellement et assez frontalement de sujets durs et propres à la communauté, faut pas oublier non plus que c'est aussi une série plus jeune et qui peut pas vraiment distiller un discours plus poussé que ça. Mais ça, c'est pas bien grave. Parce que pour ça, il y a les Boondocks. I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes... Les Boondocks, la série de sales gosses de la Black Animation, celle qui passera ses saisons entières à ouvertement distiller des messages bien vénères comme on en avait alors jamais vu à la télévision. Sans doute la série la plus connue de la Black Animation, celle qui a le plus marqué son temps et celle qui a fait le plus parler d'elle en bien comme en mal. Faut dire que le ton de la série est sacrément unique, tout comme la profusion de messages politiques bien vénères qu'elle porte dans son intrigue. Rien que le pitch en lui-même dit ouvertement quelque chose. Huey et Riley, deux jeunes hommes des quartiers noirs de Détroit, vont être balancés dans la riche suburbe blanche de leur grand-père. Là, ils vont découvrir un monde inconnu, peuplé de gens tous plus ou moins complètement tarés, et vont devoir survivre au milieu de la richesse de la haute classe moyenne. Deux facettes d'une culture afro-américaine qui vont clasher avec cet environnement autant qu'entre elles. Inspiré par les luttes de sa communauté et de sa classe pour Huey, fasciné par l'esthétique street et le monde du rap et des gangsters pour Riley. Alors, autant vous dire qu'avec un casting pareil et un contexte pareil, la série a tout pour être le parfait catalyseur des nombreux messages et thèmes qui parcourent ce mouvement artistique. Et ça, pour poser une critique du système américain, croyez-moi, ils le font, et pas qu'un peu. Jesus was black, Ronald Reagan was the devil, and the government is lying about 9/11. Thank you for your time and good night. Le coup de force des Boondocks, et là où la série est extrêmement intelligente, c'est dans sa critique de la suburbe américaine, ainsi que la vision très en avance sur son temps de la classe moyenne supérieure américaine, principalement blanche, mais pas que la série présente. Cette classe de bons gros libéraux que même Macron les trouverait cringe, qui se gaussent souvent de ses valeurs progressistes, mais qui ne sont souvent bien que des façades, et qui cachent avant tout une classe sociale déconnectée des valeurs progressistes dès lors que celles-ci leur demandent de modifier un tant soit peu leur mode de vie. Des bourgeois se voulant de gauche, se disant de gauche, mais dès que tu grattes un peu la surface, sont tout aussi réactionnaires que leurs contemporains de droite ou d'extrême droite. Pour ceux qui ont la rêve, pensez printemps républicain, vous aurez à peu près l'idée. Ruin the party? They love me. These people aren't worried about us. They're not worried about anything. They're rich. No matter what happens, these people just keep applauding. Et c'était quelque chose de clairement très en avance sur son temps. Je veux dire, la série a été diffusée avant l'élection d'Obama, ce qui a d'ailleurs permis à la série de poser un de ses épisodes les plus salés vis-à-vis du rapport qu'a la communauté avec ce président qui n'était absolument pas progressiste. Réveillez-vous les gars, Obama c'était un libéral de droite comme le sont tous les libéraux américains. Et le traitement que les Boondocks fait de ce sujet et la critique qu'elle pose de cet environnement, c'est quelque chose que l'on pourra voir bien des années plus tard devenir le centre du cinéma de grands auteurs, comme Jordan Peele par exemple. L'auteur de Get Out, avec sa description horrifique de cette classe, son vernis de tolérance qui vole en éclats dès l'instant où cette même classe dominante est remise en cause, fait et dit ce que faisaient et disaient les Boondocks 10 ans auparavant. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, la suburb et ses habitants, c'est LE symbole de la réussite à l'américaine, à l'ancienne, dont les conséquences économiques se font encore sentir aujourd'hui. Le fait que
l'image de la Maison Blanche avec deux gosses et le chien, c'est quelque chose qui a été historiquement refusé aux populations afro-américaines, c'est quelque chose d'hyper important dans la construction de l'histoire sociale américaine, de l'histoire de la population nord-américaine, et plus généralement, parce qu'il fallait bien que j'en parle un jour, de la lutte des classes américaines. Et je sais bien qu'aujourd'hui, ça fait avoir des frissons dans le dos, cette vision uniformisée de la société, où tout le monde se morfond d'ennui et d'hypocrisie dans un cadre qui donnerait des envies de se scier les veines. La suburb, c'est un sujet qui a été longuement déconstruit et analysé, et paradoxalement, ce symbole du rêve américain est aussi devenu le symbole de son hypocrisie, voire de son inexistence. Je veux dire, ça en est devenu à un tel point que c'est carrément devenu un setting légitime de film d'horreur, tant les gens ont compris à quel point ce cadre de vie était une antichambre de l'enfer. Mais il faut quand même bien prendre en compte que même si aujourd'hui ce cadre de vie, on l'a tous compris que c'était une fraude, sociétalement parlant et surtout économiquement parlant, la suburb est un domaine qui a été le socle de construction de la richesse de la classe moyenne américaine et est toujours au centre de la crise de l'immobilier que traversent les États-Unis. Et le prendre pour cadre, pour le déconstruire, ainsi que pour le mettre en opposition avec l'environnement historique de la communauté afro-américaine, c'est le grand coup de génie des Boondocks. Et la série ne va pas se priver pour y apposer une critique acide et acerbe, soulignant par exemple, et comme dit précédemment, son racisme bien présent et si peu caché, ses hypocrisies, son manque absolu de culture propre, avec une population qui se raccrocherait à n'importe quel marqueur culturel, qu'il lui appartienne ou non d'ailleurs, pour un tant soit peu se démarquer de son voisin, ses structures sociales basées sur le paraître et l'argent, la place de la police dans ses communautés, et bien évidemment la sensation toujours présente que toute minorité doit se battre plus fort et plus dur que les autres pour y mériter une place, qu'on lui fera toujours sentir tout de même n'être que provisoire ou exceptionnel. Mais pour le coup, si The Boondocks est connu, ça n'est pas uniquement que pour sa vision de la suburb, même si elle est extrêmement juste. C'est aussi et surtout pour son discours sur sa propre communauté, ainsi que l'utilisation massive d'un certain mot que je me priverai bien de prononcer ici, j'ai pas envie de perdre 11 ans de taf sur cette chaîne. La série apporte ainsi une vision extrêmement unique de la culture afro-américaine par ces deux personnages. Si l'un est clairement politisé et impliqué dans l'histoire des mouvements sociaux de son pays, l'autre, à l'inverse, est complètement dépolitisé et répond uniquement à la culture plus mainstream, dirons-nous, associée à la classe afro-américaine de l'époque. Et ça, Aaron McGruger, cet énorme emmerdeur d'Aaron McGruger, je vous garantis qu'il ne se privera jamais pour allègrement chier dessus. Et d'ailleurs, si chier à la gueule de ce pilier du monde de la culture afro-américaine de l'époque implique de déféquer sur le bureau de son propre patron, je vous garantis que c'est pas ça qui va l'arrêter. Ce que ce pauvre Dennis Cowan, l'un des créateurs de Static Shock justement et de Milestone Comics, va très vite comprendre. Et pour vous résumer un peu la situation, c'est assez simple. Lui, après Static Shock, il est devenu vice-président de la BIT, soit la Black Entertainment Television. Et c'est en partie grâce à lui que les Boondocks ont pu voir le jour. Et BIT, il faut bien comprendre, c'est un très gros truc. Ça a été revendu pas loin de 3 milliards à Paramount en 2001. C'est un énorme mastodonte de la culture afro-américaine et c'est présent sur les écrans depuis les années 80. Donc, quant à leur nouvelle série qui sort, et que la dite nouvelle série se permet d'allègrement leur pisser au visage, de les accuser directement et frontalement d'abrutir la communauté afro-américaine en produisant des émissions basées sur du vide, du paraître et du vulgaire, et d'être juste bonne à faire fondre le cerveau des gens aussi vite qu'un Hanouna boosté par son troisième rail, autant dire que ça, c'était pas tellement dans leur projet. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue dans la grâce? On va aviser. Mais aviser dans le calme. À tête reposée. Se méfier de nos nerfs. Pourtant, ce discours, malgré tout, il est plutôt juste, et encore une fois, sacrément en avance sur son temps, et particulièrement compréhensible maintenant que 20 ans de télé-poubelle nous sont passés sur la gueule. Après, Aaron McGruger, c'est pas lui qui invente la critique de BIT, ça fait des années qu'ils sont violemment critiqués par des grands noms de la communauté afro-américaine, allant de journalistes établis comme George Curry ou de figures publiques des arts comme Spike Lee, donc c'est pas lui tout seul qui s'est mis à cracher au visage de BIT. Cela dit, poser cette critique alors que t'es toi-même produit par le dit label, ça demande quand même un certain courage et une putain de bonne dose d'intégrité. Choses qui sont malheureusement de plus en plus rares de nos jours. Black entertainment television is the worst thing I've ever seen in my life. Et pourtant, tout ça, c'est pas seulement issu d'une volonté d'être un sale gosse et d'enchaîner les provoques pour le plaisir. Un petit peu quand même, ce mec il a une vibe Cartman de gauche, c'est assez incroyable. Respect
respectez mon autorité! Parce que quand Aaron McGruger pose une critique souvent violente dans ses visions et dans ses termes de cette culture, c'est une critique posée par un membre de cette même culture. La génération MTV et BIT, c'est la sienne. Les conflits entre les rappeurs, le bling bling assumé, les valeurs vilement matérialistes et la dépolitisation totale qu'elle mène avec elle, ce sont des choses qu'il a vécues directement dans sa vie et dans son art. La vision qu'il en donne, elle est donc extrêmement violente, ouais, mais aussi pertinente, loin de distiller, comme certains critiques de l'époque et d'aujourd'hui considèrent comme un discours raciste, c'est au contraire un discours profondément antiraciste et axé sur un espoir. Parce que Aaron, il est pas dupe, il montre bien que ces chaînes, ces majors de musique, ces grandes entreprises du divertissement, elles ne sont pas ce qu'elles sont parce que tenues par des noirs, mais parce que tenues par des villes capitalistes prêts à toutes les bassesses pour engranger le plus de pognon possible. Une vision, encore une fois particulièrement réaliste, et ça nous avons le malheur de pouvoir l'observer tous les jours sur Télé Bolloré, de dépeindre le système médiatique. Et dans son ton de sale gosse, la série, et ça dans son plus célèbre épisode, ne manquera évidemment pas de mettre un énorme taquet à ceux qui soutiennent cette vision violente et absurde insufflée par ces majors de la culture afro-américaine en utilisant la figure la plus célèbre de leur émancipation. I've seen what's around the corner. I've seen what's over the horizon. And I promise you, you niggas have nothing to celebrate. And no, I won't get there with you. I'm going to Canada. Mais l'autocritique que pose Aaron McGruger vis-à-vis de sa propre culture et sa propre communauté, elle n'est pas que sur le domaine artistique. Si Aaron McGruger critique une partie de la black culture de manière générale, tout en faisant lui aussi partie d'un mouvement inhérent à cette culture, il va aussi se permettre des critiques beaucoup plus sociétales, critiquant une communauté dans laquelle il a vécu et grandi, en y pointant les défauts qui la rongent, la place des gangs, de la culture du plaisir, de l'argent et de la violence, les violences domestiques, l'homophobie latente, l'hypocrisie face aux actes de certaines de leurs figures. D'ailleurs, ce traitement n'a pas valu que des fleurs à la série. Déjà, elle faisait polémique en son temps, mais aujourd'hui, son visionnage fait toujours autant des émules. Certains épisodes, eux, feront carrément scandale et vaudront une censure totale à la série. On pense à l'épisode 2 de la saison 2, The Hunger Strike, par exemple, où Riley, un gosse de 12 ans, fait une grève de la faim pour protester contre BIT, justement. Oui, la subtilité, c'était pas leur truc, Et où, je ne vous le cache pas, ils vont faire dire des petites dingueries à leurs personnages. Our leader, Bob Johnson, had a dream. A dream of creating a network that would accomplish what hundreds of years of slavery, Jim Crow, and malt liquor couldn't. The destruction of black people! Et vraiment, cet épisode, je pense qu'il est très très bien pour qu'on voit à quel point les relations entre Aaron McGruger et ses prods, ça devait être quelque chose. Parce que quand ton personnage s'appelle Deborah Level, qu'il est en toute non-subtilité une ref à Debra L. Lee, la boss de BIT Holding, donc la branche pognon de la BIT, et qu'à côté d'elle, t'as un mec que t'as nommé Wedgie Hudling, qui est un jeu de mots graveleux en ref à Reggie Hudling, un des anciens prods exécutifs sur ta propre série, à mon avis, faut pas t'étonner que ça pète aux réunions de famille. Non mais quel sale gosse quand même. Franchement, si on veut bien accorder un truc à Aaron, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est qu'il a jamais eu peur de perdre des plumes au nom de ses convictions. Bon, ses convictions sur cet épisode-là, c'était clairement de pourrir la vie à son major en mode Cartman. Mais faut quand même saluer le fait que l'épisode souligne tout de même la futilité de sa propre démarche. Parce que au final, sa grève de la faim, Yue la perd. Au final, tout ce qu'il aura tenté, ce n'est pas ça qui va faire changer une société multimillionnaire qui en a strictement rien à foutre de la santé ou du bien-être des gens. Tout comme visiblement d'après Aaron, la BIT n'en a pas grand-chose à foutre de la qualité de ce qu'elle propose. Le message en lui-même est clairement anticapitaliste. Et d'ailleurs, c'est pas le seul au cours de la série. Même si ici, il semble encore plus pertinent car critiquant directement la mainmise de l'argent sur le milieu culturel qui a produit l'animation que l'on est en train de regarder. Cela dit, il termine tout de même tout ça sur une note d'espoir, et une des rares fois où le grand-père de nos héros aura un vrai bon conseil à donner à son audience et à ses petits-enfants. Granddad, what do you do when you can't do nothing, but there's nothing you can do? You do what you can. Le second épisode banni, lui, le sera... pour exactement la même chose évidemment, à savoir une peur de procès de la part de la BIT, et globalement le conflit thermonucléaire entre la série et son ancien partenaire. Oui, parce que quand même, au bout d'un moment, ils se sont séparés, C'était ça où il y avait Aaron qui rentrait dans le bureau des patrons avec un shotgun. But I do believe in this. Don't run! Don't run! Biggs! Biggs!
mais surtout je voudrais qu'on s'arrête sur le dernier épisode banni, le 8e épisode de la saison 3, qui va me permettre de vous expliquer un peu ce qui drive Aaron McGregor en tant qu'être humain. Alors, pour vous donner une idée, on parle d'un mec qui pissait au visage de Bush avant que ça soit à la mode, qui refuse systématiquement les prix décernés par des instances qu'il n'aime pas, qui a réussi à se faire virer par la American Black Power Establishment parce qu'il était trop de gauche et trop marxiste. Oui, c'est les US, les progressistes, ils ont pas la même gueule que chez nous. Là-bas, tu leur parles de Marx, ils te prennent pour Staline. Donc je vous laisse imaginer la descente d'organes que certains ont dû se taper, particulièrement dans son propre studio, quand il décida, en pleine prod de sa série déjà polémique, de se taper une petite visite à Cuba pour aller taper le tchèque aux camarades fidèles. Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs. Son axe d'attaque à lui, son cheval de bataille si je puis dire, c'est au-delà de la dénonciation bien vénère du capitalisme des USA qu'il fait en bon marxiste qu'il est, c'est surtout la défense de l'image culturelle de l'afro-américain. Pour lui, les clichés véhiculés par le monde culturel populaire américain, et surtout selon lui par le BIT qui à ses yeux est vraiment l'incarnation de Satan sur Terre, sont la pire chose arrivée à sa communauté. C'est lui-même qui en parlait le mieux en 2003 notamment. So those same people who are, flipping through and they're watching Fox News and they're watching CNN and they're watching MSNBC and they're being told how popular the president is and all of that stuff. Then they flip a few channels over to BET and they watch You Act Like Idiots. And that's all they see. They only see you acting like idiots. And you can get mad if you want. You can go, that's the media. Okay, yeah, it's the media, but they're still watching you act like idiots. And every week there's somebody new on television acting like an idiot. And they look like you, and they dress like you, and they talk like you. Are y'all mad at that? But are you really mad? And if you are mad, the question becomes, what do you do about it? En gros, pour résumer ça de manière plus concise, si ton projet c'est de faire passer les Noirs américains pour des cons, Aaron, il te retrouve, il te pète les genoux, il te crache au visage, et après il appelle Fidel pour que le vieux vienne te terminer à grands coups de canne. Donc, quand il prend pour cible Tyler Perry, qui sans vous faire le portrait complet du mec, est un petit peu l'incarnation de ce genre de personnage. D'ailleurs, au passage, le fait que les Noirs soient systématiquement incarnés par des énormes clichés racistes dans ses films, y a pas que lui qui le dit, t'as aussi Spike Lee qui est bien remonté contre ce type. But I still think there a lot of stuff that's on today is coonery buffoonery. And I know it's making a lot of money. Autant vous dire que l'épisode est tellement vénère contre lui que là c'est carrément parti en scandale absolu sur les réseaux de l'époque et que c'est les fans de l'un qui ont commencé à tenter de faire interdire la production de l'autre, alors que le Gugus en question a menacé de faire un bon gros procès en diffamation des familles. Et malheureusement, les producteurs qui n'avaient pas le courage et la volonté de sale gosse de Aaron McGregor ont senti venir le méga procès de la mort et ont annulé la sortie de l'épisode avant de certainement condamner les portes et les fenêtres de peur que Aaron déboule avec un cyber-tché pour leur vaporiser la gueule. En tout cas, vous l'aurez compris, dans le mouvement de la Black Animation, c'est clairement les Boondocks qui incarnent le versant le plus visible de la grande particularité de la Black Animation, à savoir de porter un discours social et donc purement politique en soi. Parce que même si j'ai voulu parler d'à quel point cette série est une autocritique de la black culture, la série ne fait pas que la critiquer, elle et ses errances, qui sont clairement, visiblement, les pires choses jamais faites à sa communauté selon Aaron, parce qu'il va aussi revenir sur des éléments historiques propres à la lutte de sa classe sociale, et clairement les traiter avec le sérieux que ça mérite. Par exemple en rappelant l'affaire Mumia Abu Jamal, un Black Panther, clairement et évidemment accusé à tort du meurtre d'un policier blanc à Philadelphie en 1980, et en faisant le cœur d'un de ses épisodes les plus sombres. Il rappelle à son public quels sont selon lui les vrais problèmes de leur communauté, et que ces combats ne sont toujours pas finis. Et si on veut continuer à parler de combat, si on veut continuer à parler de ce qu'a porté la Black Animation, c'est celui tout aussi capital qu'est celui de l'esthétique. On l'a vu, la Black Animation c'est un mouvement qui tend à se destiner à une population bien précise, à une communauté avec son histoire, ses problématiques, des choses qui lui sont reliées directement à elle. Un mouvement de réappropriation culturelle en réalité, de mise en avant d'œuvres, d'acteurs et de créatifs auparavant privés d'expression.
De ce fait, ce que la Black Animation va mettre en avant dans son style visuel, c'est également une esthétique à la fois très personnelle pour cette communauté, avec un passif et une histoire et un relationnel vis-à-vis du monde artistique qui l'entoure. Une esthétique auparavant underground, rejetée et largement considérée comme une forme de sous-art qui va pouvoir enfin recevoir le traitement qu'elle mérite. Et cette esthétique, elle est voulue, elle est pensée, elle est réfléchie par ses créateurs, et souvent défendue à corps et à cri. Hunter Galactic et son contexte plus ancré dans la réalité en est un bon exemple. En nous faisant suivre un personnage dont la vie entière, tout comme l'art, tourne autour de cette esthétique, le film traite avant tout de la difficulté pour cette communauté d'imposer ses idées visuelles dans un monde comme celui de l'édition, qui soit ne comprend pas l'importance que cette esthétique transporte, soit la pense trop éloignée et trop centrée sur une seule communauté pour être pleinement appréciée par l'ensemble du public. Ce qui est bien déjà très con, hein, déjà, il suffit de voir les succès des récents Spider-Man, mais dénote aussi, encore une fois, d'un racisme assez latent dans un monde qui pourtant se targue d'en être débarrassé. On en revient à cette conception que les esthétiques reliées à la communauté afro-américaine sont avant tout, aux yeux des instances artistiques dominantes et donc se pensant plus légitimes que les autres, des formes de sous-art, ou en tout cas pas aussi ni prestigieux ni destinés à conquérir un public autre que celui qui l'a designé directement. Mais cette logique classiste, et n'hésitons pas à le dire raciste, va aussi provoquer, par son mépris, une certaine convergence des luttes. La Black Animation, elle aurait pu rester seule dans son coin, cultiver son esthétique propre et mépriser à son tour ce qui est différent. Sauf que quand t'as subi ce genre de discrimination pendant toute ton histoire, forcément quand la culture dominante se met à cracher sur le petit nouveau, tu te sens plus proche de lui que des autres. Et le mouvement ne se privera du coup jamais pour mettre en avant des courants artistiques autres que les siens. L'animation japonaise a par exemple eu et continue d'avoir beaucoup d'impact sur les productions culturelles de la communauté. Des Boondocks à Afro Samurai, la Black Animation aime reprendre un style bien différent du sien, utiliser ses archétypes visuels pour les tordre et les apposer à leur style d'histoire et de narration. Les Boondocks utilisent ainsi des visuels et un dynamisme d'animation propre à la Japanimation pour poser un discours social et politique, utilisant l'exubérance de persos qu'on verrait normalement dans un shonen pour créer des personnages et des situations bigger than life qui lui permettent de développer son propos tout en mettant les potards à 10 000. Mais bien sûr, si le mouvement tire des inspirations d'autres mouvements culturels que le sien, le style le plus mis en avant, celui qui sera le fer de lance du mouvement, sera celui de l'underground, du street art, du tag et de toutes ces formes visuelles que la culture dominante a traînées dans la boue. Et c'est un choix, ça aussi, de choisir cette esthétique, de combattre pour la validation de celle-ci. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire un rejet de la partie plus mainstream, dirons-nous, de sa propre culture. Soul, avec sa lettre d'amour au jazz et sa mise en avant de l'esthétique léchée et feutrée propre à cette culture, en est un bel exemple. Mais pour le coup, le jazz étant un courant déjà bien plus musical qu'esthétique, et surtout, c'est un courant beaucoup plus mainstream, ou en tout cas qui est devenu mainstream aux yeux du grand public américain. Donc quand la Black Animation arrive, ce n'est du coup pas le jazz qui va emporter cette esthétique de cette culture, ni qui en est le symbole, tout simplement parce que lui, son combat est déjà d'une certaine manière plutôt terminé. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il ne fait plus partie du combat. Et le combat pour cette esthétique, il aura été parfaitement mis en scène dans un film malheureusement passé bien inaperçu lors de sa sortie. Hunter Galactic. Comment faire une vidéo sur la Black Animation sans évoquer cette petite pépite de la décennie? Alors, Hunter Galactic, qu'est-ce que ça raconte? Ce film d'animation suit l'histoire de Jabari, un artiste graffeur de talent, décrochant un contrat avec un éditeur de comics pour son personnage de bande dessinée, Mr. Rager. Alors qu'il s'efforce de rester concentré sur son travail malgré sa quête d'identité, sa vie prend une tournure inattendue lorsqu'il rencontre Meadow, une photographe talentueuse et ambitieuse, résidente de son nouvel immeuble au cœur de Manhattan. Leur connexion immédiate, alimentée par leur créativité et leur passion commune pour l'art, évolue en une romance vibrante, prenant une place prédominante tout au long du film. Initialement prévu sous forme de série, c'est finalement à travers un long métrage d'animation que Fletcher Moulds, le réalisateur, et Kid Cudi, chanteur et rôle principal, nous partagent leur amour pour la musique et les arts graphiques. Accompagné de son album du même nom, sorti au même moment que le film, le chanteur a voulu nous transporter dans l'énergie effervescente d'une ville qui ne dort jamais, à travers une explosion de couleurs généreuses et une patte graphique ayant le vent en poupe à cette période. Beaucoup diront qu'Hunter Galactic surfe de manière beaucoup trop prononcée sur le succès graphique de Spider-Man Into the Spider-Verse, sorti 4 ans plus tôt en 2018. Mais comment vouloir aux artistes ayant voulu retranscrire leur message à travers ce style si unique? Il est donc essentiel pour moi de défendre les réelles intentions du film à travers sa direction artistique. Hunter Galactic se démarque par ses coups de brush assumés, ses jeux d'ombre ou lumière cassantes, et ses aplats de couleurs à première vue grossiers, mais révélant d'une vraie démarche artistique.
musique. Là où l'album a pour objectif de nous plonger dans la musicalité de Kid Cudi, son film fait office de pochette à vinyle qu'on aurait envie d'exposer chez soi comme un objet de collection. Tout est pensé artistiquement. DNEG Animation, responsable de la modélisation des assets et de l'animation, a pris soin de télécharger une map entière de Manhattan afin de faciliter la modélisation de certains quartiers où se retrouve notre héros, comme le quartier de Chinatown ou le pont de Brooklyn, donnant vue sur cette ville si généreuse en lumière et couleurs. Alors, même si la patte globale est pensée pour donner une impression de surréalisme flottant et un sentiment de détente planant, le film ne se refuse pas non plus d'appliquer beaucoup de réalisme dans ses assets, comme la pertinence du choix des vêtements portés par nos protagonistes tout au long du métrage. À travers ses recherches vestimentaires, le film rend un véritable hommage au styliste Virgil Abloh, directeur artistique chez Louis Vuitton, connu pour avoir démocratisé le mélange luxe et streetwear. Mais pas que, on a bien évidemment des influences hippies, mais également dans le style hypebeast, délibérément visible et provoquant, à base de couleurs flashy et d'énormes logos. Un besoin d'affirmation que l'on retrouve beaucoup dans la culture afro-américaine. Intergalactique joue sur la texture, selon moi, le plus gros point fort du film. Vous n'avez pas envie de vider votre budget dans des backgrounds surréalistes, des simulations de foule ou du ray tracing dans tous les sens, soit optez pour les aplats de couleurs. Suggérez votre environnement, jouez sur la couleur afin qu'elle devienne ombre ou lumière. La direction artistique s'appuie sur des teintes vives, notamment des roses, violets et jaunes, pour capturer l'atmosphère vibrante de New York la nuit. Les teintes violettes appuyant le côté cool et relaxant face au jaune orange et lumineux, épousant les murs bétonnés de la ville. L'esthétique adopte une mise en scène presque photographique où chaque plan pourrait être perçu comme une œuvre d'art indépendante. La ville est représentée non seulement comme un décor, mais comme un personnage à part entière, vivant et dynamique. Les graffitis, les néons et les scènes de rue sont imprégnés d'une esthétique urbaine mise en lumière comme un cri du cœur provenant de ses habitants. Et comme autre personnage à part entière, on a bien évidemment la musique. Chaque morceau qui se joue influence directement le rythme, les émotions et les visuels de chaque scène. L'animation semble littéralement danser sur la musique, créant une fusion totale entre bande sonore et esthétique visuelle. Avec ses scènes d'animation au style diamétralement différent et son framerate variant selon les intentions de la scène, Intergalactique est bien plus qu'un film d'animation. C'est une expérience sensorielle. Une expérience photographique, picturale, musicale et émotionnelle. Comme un bon trip dans un plaid, en sécurité dans la chaleur de son foyer. Intergalactique, c'est tout cela. Et le film défend ses valeurs et désire sincèrement les porter aux yeux et aux oreilles du plus grand nombre. Mais comme l'a dit notre cher collègue, malgré des retours positifs, le film n'obtint pas l'influence qu'il aurait mérité. L'aura de la Black Animation doit continuer de résonner malgré tout. Les Spider-Verse, eux aussi, s'ils ne le mettent pas au centre dans leur intrigue, ils rendent tout de même cette esthétique implicitement importante au sein de leur diégèse visuelle. Et ces visuels, ils veulent dire quelque chose dans la narration. Avec son approche très esthétique du multivers, chaque univers visité, possédant une patte graphique unique, on peut très facilement tirer une interprétation esthétique de chaque monde. Par exemple, le fait que Spider-Punk et son univers tirent une esthétique très clairement du mouvement punk anglais, particulièrement celui que le monde des comics a connu dans les années 80, avec des œuvres allant de Sandman à Hellblazer, ça dit quelque chose sur son univers, ça raconte quelque chose visuellement, ça pose cet univers comme celui d'un monde où une vague contestataire est déchaînée et réprimée par le pouvoir en place. Ça raconte quelque chose par son style visuel dans la plus pure expression du show don't tell. Et le monde de Miles, lui aussi, son esthétique appuie son discours. Un Miles qui peine à prouver sa valeur, qui veut prouver qu'il est légitime, qui quand il est masqué peut laisser libre cours à sa créativité et montrer qui il est vraiment, tout en ne parvenant pas à se légitimer et qui peine face à une figure d'autorité étatique incarnée par le rôle de policier de son père. C'est un discours qui est d'autant plus marquant qu'il est animé dans ce style. On peut d'ailleurs apposer ça sur quasiment tous les univers visités durant les films. Leur esthétique est la première pierre aux messages et thématiques portés par leurs personnages. Ce qui a d'ailleurs un double effet qui se coule, vu que ça permet d'intégrer des sous-thématiques uniquement portées par le traitement esthétique de ces univers. Pourquoi est-ce que vous croyez que le personnage de Spider-Gwen a été repris par la communauté trans et plus généralement queer ? Peut-être parce que toute l'esthétique de son univers tourne autour de couleurs diffuses et désaturées comme si l'univers entier était un transflag géant. Est-ce que Spider-Gwen est trans ? J'en sais foutrement rien, d'après les comics je vous dirais que plutôt que non. Mais est-ce que le fait qu'une des communes les plus discriminées du monde se trouve, grâce à l'unique esthétique et une palette de couleurs de cet univers, une figure héroïque et voit en elle une représentation positive et encourageante et quelque chose de fondamentalement positif ? Oui,
Et vraiment, hein, si ça vous gêne que des gens se trouvent des représentations dans des personnages de fiction, là, moi, je peux vraiment plus rien faire pour vous. Vous avez de l'eau dans le cerveau, je suis désolé. And the quota arguments on fictional teams crack me up. Because who's actually, I'm sorry, somebody losing a job here? Which fictional character is losing a job? There's no connection. You know, they're not talking about what's going on in the comic books. They're talking about what they think is going on in their lives, and that's not really going on either. Mais pour en revenir à cet anoblissement esthétique, c'est quelque chose de paradoxalement très propre à la culture locale. Parce que les US, les mouvements artistiques nés en son sein, ils suivent tous à peu près toujours le même cycle. D'abord, c'est des minorités qui le créent, puis c'est dénigré par les instances en place, puis ça devient populaire au-delà de la communauté, puis c'est adopté du bout des doigts par les instances généralistes, puis quand c'est populaire en dehors du pays, là les instances tentent de faire croire que c'était approuvé depuis le début. C'est notamment step by step ce qu'a subi le jazz en son temps, et c'est ce que connaît aujourd'hui l'esthétique street art portée récemment par les piliers que sont les Spider-Man. Mais ce cycle d'anoblissement, ou plutôt ce cycle de reconnaissance, je devrais dire, parce que bon, hein, c'est pas l'esthétique qui a changé avec le temps, hein, c'est juste l'acceptation de la réalité par les conservateurs qui met du temps à arriver. Et bah, ce cycle, ça reste un combat. Bah oui, ces combats esthétiques, c'est avant tout des combats politiques en réalité. Si tu dénigres une forme d'art réalisée par les minorités de ton pays, c'est bien plus facile d'entretenir le narratif d'une fausse infériorité. Alors oui, hein, on pourrait dire qu'il suffirait en réalité que cet autre versant conservateur de la culture, particulièrement aux US, produise ses propres œuvres et mouvements culturels pour les mettre en opposition avec les mouvements underground, mais vu que ça demande un sens artistique et du travail, finalement ils vont juste rester racistes. Hein. C'est aussi pour ça que certains sujets et thématiques abordés par certaines des œuvres présentées aujourd'hui sont avant tout des sujets sur l'importance de cette même culture visuelle, que ce soit l'importance de choses comme les cheveux, comme on peut le voir dans Moon Girl, ou encore l'aspect historiquement et intrinsèquement contestataire de la musique de cette communauté, associé à l'esthétique tag, un art qui de par sa nature même est contestataire, un art qui doit se faire vite et être le plus visuel possible, et tout ça, ça essaime, et ça essaime même pas qu'un petit peu. Prenez Arcane par exemple, l'esthétique underground de Zone et de Jinx, la musique qui est associée durant certaines de ces scènes, c'est un héritage direct de ce style visuel, et oserais-je dire, un héritage de ce mouvement culturel. Comme quoi, il y a bien qu'une esthétique d'opprimé et de rebelle pour mieux exprimer le bouillonnement d'une révolution. Et ça n'est que l'héritage hors de sa bulle d'influence primaire, parce que le mouvement, ses héritiers au pays, ils sont déjà bien là. Mais alors, c'est quoi le futur, hein? Où c'est qu'on va avec tout ça? Parce que pour un mouvement aussi important, tout du moins culturellement, et qui a autant marqué, on devrait avoir vu celui-ci au moins passer dans le mainstream, peut-être même se diluer dans le commun, perdant petit à petit tout ce qui faisait sa spécialité. Et bah la réponse pourrait être que oui, que la Black Animation n'était qu'une étrange anomalie ayant vécu pendant une petite paire de décennies avant de doucement se dissoudre. On pourrait. Ou on pourrait dire que l'animation spécifiquement prend un temps de barjo à se faire et que ce n'est que 10 à 15 ans plus tard que l'on a pu enfin voir les grands héritiers du mouvement, des héritiers destinés à devenir encore plus grands que leur père. Vous l'attendiez, vous le vouliez, vous saviez qu'il allait arriver, évidemment que le plus grand héritier du mouvement, ce sont ces bombes absolues et magiques que sont les Spider-Man de Miles Morales. Des films incroyables, tant artistiquement que techniquement, des feux d'artifice visuels et créatifs qui ont raflé avec eux le monde et l'amour du grand public, avec leur narration qui comprend enfin comment réellement utiliser les concepts de multivers, ainsi que leur processus de création qui filerait des cheveux blancs à n'importe qui d'à peu près sain. Bon, vous savez tous qui est Spider-Man. Je n'ai pas besoin de vous résumer la vie de ce personnage emblématique de comics. Cependant, connaissez-vous réellement le Spider-Man de Miles Morales? Et avez-vous vu ces deux films? Bref, que vous les connaissiez ou non, il est toujours bon d'en apprendre plus sur la genèse de ces films. Et vous verrez que la production du premier est assez fascinante. En 2014, après le succès mitigé de The Amazing Spider-Man 2, Sony cherchait de nouvelles façons d'exploiter la licence Spider-Man tout en se démarquant des films en prise de vue réelle. Amy Pascal, ancienne présidente de Sony Pictures, a alors donné l'idée d'une exploitation tournée vers le monde de l'animation. Mais un événement bouleversa la genèse du projet. En novembre, c'est à la suite du piratage massif de Sony Pictures Entertainment que des mails entre les dirigeants de l'époque sont révélés au grand public. On peut lire
dire dans ses courriers les échanges concernant la volonté de mettre en place une trilogie de longs métrages d'animation qui se détacherait des films en live action qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent. C'est alors, en avril 2015, durant la CinemaCon, que le président de Sony Pictures annonce que le premier film sortira en 2018 et qu'il coexistera indépendamment des autres films de l'univers de Spider-Man. Vous connaissez l'histoire, 2015 est une année importante pour ce personnage de comics qui rejoint les Avengers au sein des studios Marvel Entertainment. L'homme araignée a donc toute l'attention du public à ce moment-là. Sony se devait de marquer le coup. L'année suivante, les créateurs de The Lego Movie et 21 Jump Street sont recrutés pour développer leur vision originale. Phil Lord écrit le scénario initial qui se concentre sur Miles Morales, un personnage introduit dans les comics en 2011 comme une nouvelle incarnation de Spider-Man. Christopher Miller intervient comme producteur exécutif et enfin, Bob Persichetti est annoncé comme réalisateur. En 2017, Phil Lord et Chris Miller annoncent le titre original du film, Spider-Man Into the Spider-Verse, et que plusieurs incarnations de Spider-Man y apparaîtront. C'est alors à ce moment-là que les voix des personnages ont été attribuées. Contrairement à Peter Parker, largement connu du grand public, Miles Morales, un adolescent afro-latino, offre une perspective nouvelle et moderne sur le mythe de Spider-Man. Les producteurs voulaient montrer que n'importe qui peut porter le masque et mettre en avant la diversité. Et pour ce qui est de la direction artistique, dès le départ, l'équipe voulait que le film ressemble à une bande dessinée qui prenait vie. Le style visuel mélange animation 3D et technique 2D avec des textures, des trames et des bulles textuelles directement inspirées des comics. De nombreuses sociétés de production ont été mobilisées pour la réalisation de ce projet ambitieux. Bien évidemment, Sony Pictures Entertainment à l'initiative du projet, suivi de sa filiale Columbia Pictures, ayant accompagné la sortie de chaque Spider-Man au cinéma. On compte également Marvel Entertainment, mais surtout, le studio qui m'intéresse le plus personnellement, Sony Pictures Animation. Le film a pris près de 4 ans à être produit, avec des centaines d'artistes impliqués. Sony Pictures Imageworks a développé des technologies inédites pour intégrer des éléments traditionnels de bande dessinée, comme les lignes de contour, les effets d'encre ou encore les ombrages dans l'animation 3D. Chaque image a été traitée pour avoir cet effet fabriqué à la main. Bref, du bel ouvrage, sans compter la bande-son magistrale, la distribution originale comme française mine de rien, et enfin un impact sur le grand public pouvant se familiariser à la culture afro-américaine à travers ce héros de comics qu'ils affectionnent tant. Quand je dis familiariser, ça concerne les spectateurs non américains surtout. Lors de sa sortie en décembre 2018, Spider-Man Into the Spider-Verse a reçu un accueil critique et public exceptionnel. Le film a remporté de nombreux prix, dont l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019. Il a également redéfini les attentes du public envers l'animation, posant de nouvelles bases solides et influentes, bouleversant le secteur du cinéma encore aujourd'hui. Parce que oui, au final, la Black Animation, c'est avant tout ça. L'histoire d'un long combat et l'histoire d'une victoire. L'histoire d'un style, enfant d'une communauté qui a bataillé et bataille toujours pour qu'on la laisse raconter ses histoires, développer son esthétique, présenter ses thématiques, qu'on lui laisse la chance qu'elle mérite d'avoir dans le monde ici de l'animation mais de l'art en général. Après bien sûr évidemment, vous êtes libre ou non d'apprécier ce style, ces thématiques et cette esthétique, ça c'est pas moi qui vais y changer grand chose. Mais ce que je voulais vous montrer avec toute cette petite rétrospective, c'est bien plus le fait qu'on ne peut pas dissocier un style artistique, particulièrement aussi chronophage que celui de l'animation, de ceux qui la font et surtout du contexte social, économique et historique qui les ont produits. La Black Animation est ce qu'elle est car elle a été faite dans le contexte social noir américain. Elle se réapproprie le mythe du super car c'est un milieu dont les personnages noirs ont été exclus pendant trop longtemps. Elle suresthétise ses œuvres dans son propre style visuel car c'est une esthétique qui a toujours été dénigrée par la société qui les rejetait. Elle met au centre de ses intrigues et de ses contextes des discours politiques et contestataires, car ses créateurs viennent d'une communauté qui doit chaque jour se battre pour que ses droits et ses enfants soient respectés. Et soyez bien sûr que bientôt, comme l'a dit mon camarade, c'est d'autres styles, d'autres communautés qui vont s'inspirer du combat et du style porté par la Black Animation pour proposer leurs œuvres, leurs thématiques, leur esthétique au monde et au public. Et ça, c'est sans doute le meilleur héritage que l'on pourrait offrir à ce style de la Black Animation. Un grand merci au Puy Animé pour sa collaboration, ça a été un vrai plaisir de bosser avec lui, je vous conseille d'aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez toutes. Si vous voulez rejoindre la commu, je vous invite à rejoindre le Discord et à nous retrouver sur Twitch. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!
I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright. The same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow that let you know to call your brother son. The story that just begun, the promise of what's to come. And I'ma remain a soldier till the war is won.